Bienvenue à tous et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire. Vous étiez près d'une cinquantaine à vous inscrire. Donc, je suis Claudie Lemeur-Bourdon, je suis chargée de mission chez Inose. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Inose est une association basée à Ploufragan dans les Côtes-d'Armor, dans le parc scientifique et technique du Zoopôle. Nous avons le label CRT, Centre de ressources technologiques, et nous sommes donc un centre technique en santé et production animale. À ce titre, nous réalisons différentes missions, conseil et accompagnement à l'innovation des acteurs de la filière, veille scientifique, recherche et zootechnique, formation pédagogique, ainsi qu'un centre technique en matériaux polymères et composites. Alors, hop, je vous fais passer le petit support. Nous sommes également une technopole et accompagnons l'innovation sur le territoire dans toutes les filières. En tant qu'association, nous comptons sur votre soutien et vos adhésions. Je vais laisser ma collègue Véronique vous présenter rapidement Inose Formation. Bonjour à tous, donc Véronique Hérault, je suis conseillère formation au centre de formation de Inose. On fête ses 30 ans d'existence cette année, donc on est acteur majeur dans la formation pour la santé et production animale et forcément les industries alimentaires, donc notamment par rapport à tous les participants qui sont présents aujourd'hui. On est un centre de formation certifié Calliope et on travaille essentiellement sur les formations à destination des responsables qualité, responsables production, maintenance, pour axer la montée en compétences des collaborateurs, que ce soit sur de la sécurité des aliments, sur des outils de management appliqués à vos productions ou même, pourquoi pas, sur de la partie laboratoire. Le centre de formation donc de Inose, qui avant s'appelait peut-être Ispaya, peut-être que certains connaissaient sous cet ancien nom, travaille donc aussi sur des formations très expertes et sur mesure, et notamment via la création d'outils pédagogiques. Donc on est aussi une organisation qui permet de travailler avec des entités pour pouvoir créer des congrès scientifiques, et notamment on en a fait un il y a 2 ans sur les salmonelles. Voilà, pour une présentation très rapide du centre de formation. Merci Véronique. Donc, je vais vous présenter rapidement le programme parcours dans lequel s'inscrit ce webinaire que nous organisons aujourd'hui. Donc, le programme parcours s'adresse aux TPE-PME agroalimentaires, des Côtes-d'Armor plus précisément. Pour monter ce programme, nous avons répondu à un appel à projet du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, et donc il s'adresse aux TPE-PME agroalimentaires. Ce programme dure 9 mois. Nous sommes dans le dernier mois de vie de ce programme. Il a commencé en octobre dernier. Il y a eu plusieurs rencontres et différents formats de rencontres, des conférences, des ateliers de co-création et un webinaire aujourd'hui. 9 entreprises participent à l'ensemble du programme et d'autres entrepreneurs peuvent les rejoindre en fait pour participer à la carte aux ateliers selon leur disponibilité et leurs besoins. Les thématiques sont assez variées avec une vision 360 degrés. Donc, nous avons eu des ateliers sur la veille, le commerce, le lean management. Et donc, c'est lors d'un atelier traitant de la qualité et des normes que la problématique de l'emballage et du packaging s'est révélée comme un sujet d'intérêt important, avec notamment les différentes réglementations et la loi AGEC. Donc, lorsque j'ai rencontré Anne-Laure au CFIA à Rennes en mars, nous avons eu l'idée, l'envie de créer ce webinaire pour développer en fait ce sujet et puis de l'ouvrir à tous de façon gratuite pour vous aider, vous, au quotidien, en industrie et TPE, PME de l'agroalimentaire. Donc, avant de lui passer la parole, je vais faire un petit point sur l'agenda. Donc, aujourd'hui, le webinaire, l'agenda de ce programme. Donc, le 8 juin, il y aura un atelier sur les coproduits, notamment les coproduits de production. Qu'est-ce qu'on fait de ces coproduits, de ces déchets? Et co-création entre les différents participants qui pourront développer des nouveaux produits. Donc, ça, c'est jeudi de la semaine prochaine, à Pléneuf-Valandré, à la fromagerie du Vaumadoc, une personne qui participe à ce programme. Le 15 juin, on aura un atelier sur la démarche RSE, avec Gaëlle, qui est facilitatrice climat, et le 27 juin, un atelier plateforme de marque pour communiquer efficacement. Enfin, la soirée de clôture de ce programme, avec une conférence d'Imatera sur les modèles économiques de demain, aura lieu le 22 juin, et on en profitera pour faire des témoignages, pour écouter les témoignages de participants. Donc, si vous souhaitez de plus amples renseignements sur ces informations et sur ces ateliers, n'hésitez pas à me contacter directement. Donc, je vais pouvoir laisser la parole à Anne-Laure pour
nous présenter les différentes réglementations ainsi que des notions d'éco-conception. Merci à tous. Bonjour à tous. Je suis ravie de voir qu'il y a autant de personnes, quelques têtes connues parmi les participants, donc je suis très contente. Du coup, je vais juste me présenter là, en quelques minutes, présenter également Albumine, puis ensuite on attaquera le vif du sujet. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc si vous allez voir en fait mon profil LinkedIn via le QR code que vous trouverez en bas à gauche de la page, en fait, je gravite dans le secteur de l'emballage depuis une vingtaine d'années déjà. J'ai eu la chance aussi de passer 12 ans au Canada et là-bas, j'ai créé aussi une agence de conseil en éco-conception des emballages, Profilpack. Et depuis 3 ans, en fait, j'ai créé en France, donc basée à Chambéry, en Savoie, Albumine. Donc, vous savez tous en fait qu'on est dans une certaine urgence climatique. Le monde de l'agroalimentaire, en fait, tout ce qu'on produit en fait pour se nourrir génère environ 1/3 des émissions de gaz à effet de serre. Et comme nous l'a dit notre première ministre il y a quelques semaines, il faut aller 2 fois plus vite pour réduire les impacts de gaz à effet de serre d'ici 2030, c'est-à-dire de réduire de 50%. Donc on a des grands enjeux. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé donc Albumine, qui est une agence de conseil, de stratégie d'innovation pour accompagner les marques alimentaires à pouvoir à la fois atténuer en fait leur impact, mais aussi pouvoir s'adapter en fait à ce monde qui change. Donc, on a une approche en fait en termes d'innovation optimale pour rechercher des solutions. C'est-à-dire qu'on va à la fois tenir compte d'un équilibre entre la viabilité économique, la faisabilité technique, la désirabilité en fait par le consommateur et également en fait les aspects de circularité. Et je reviendrai un peu sur ces sujets plus tard. On propose 2 offres, une offre plutôt axée sur l'éco-conception des emballages circulaires. Donc, en fait, c'est de répondre plutôt à la question comment conserver au mieux les denrées alimentaires avec certains nouveaux modes de commercialisation. Et une deuxième offre, en fait, qui s'inscrit plutôt dans une recherche de création de valeur à un horizon 2025-2045, c'est-à-dire comment, avec justement le monde climatique qui change, comment les entreprises agroalimentaires peuvent faire en fait pour s'adapter, mais aussi contribuer à réduire leurs impacts. Voilà. Et on vous accompagne en fait, à la fois sur le volet stratégique et opérationnel, donc à la fois pour des petites entreprises porteurs de projets, mais aussi les plus grosses. Voilà quelques mots. Alors effectivement, quand j'ai rencontré Claudie en fait au CFIA en mars, elle me disait combien en fait les entreprises agroalimentaires sont stressées en fait avec l'évolution de la réglementation emballage. On ne sait plus trop qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire. Et en fait, se sentent complètement démunis aussi par rapport au choix de leurs emballages. La plupart des entreprises, en fait, veulent bien faire, mais ne savent pas toujours comment. Donc, en fait, c'est un peu l'objet de ce webinaire, c'est vous donner un éclairage, en fait, sur la réglementation emballage. Donc, vous verrez, j'ai créé une sorte de fresque, on va dire, avec quelques rebondissements. Donc, ce sera dans cette première partie. À la suite de cette première partie, on aura un temps d'échange si vous avez quelques questions. Et ensuite, il y aura dans la deuxième partie, je vous apporterai en fait quelques clés de compréhension. On reviendra aussi sur certaines définitions pour initier en fait une démarche d'éco-conception de vos emballages avec justement un éclairage sur 2 outils, donc l'outil d'analyse du cycle de vie et l'outil d'indicateur emballage. Donc, comme je vous disais, donc la réglementation en fait est assez, bon, ça suit un peu une trajectoire et en fait, elle est pleine de rebondissements. Donc, c'est quelque chose qu'il faut me suivre en fait de près. On sent vraiment une accélération en fait au niveau gouvernemental, hein, que ce soit aussi bien au niveau européen,
mais aussi nationale, mais aussi mondiale. Si on suit un peu les actualités, en ce moment, à Paris, on est en train de discuter en fait du traité international pour mettre fin à la pollution plastique, pour pouvoir justement embarquer en fait les plus gros pollueurs à la réduction des déchets. Hein. Donc on voit bien que c'est un sujet dont on parle de plus en plus. Et donc on a une réglementation, donc c'est une directive en fait européenne, donc une directive européenne 2019-904. Qu'on appelle le single-use plastique, donc les emballages, enfin pas forcément que les emballages d'ailleurs, donc c'est tous les plastiques à usage unique qui a été voté en 2019. Donc c'est pas seulement les emballages, hein, c'est tous les plastiques à usage unique, et dedans il y a certaines réglementations par rapport à l'emballage. Donc comme c'est une directive en fait, c'est à l'échelle en fait européenne, et ensuite chaque État membre en fait va légiférer en fait sa propre loi. Donc c'est de là en fait qui est arrivé la fameuse loi AGEC, en fait, pour anti-gaspillage, économie circulaire. Donc, en fait, l'objectif de cette directive, c'est vraiment d'arriver à 2040 vers une interdiction des emballages plastiques à usage unique à travers, justement, un ensemble de décrets. Donc, chaque décret, en fait, donc le premier décret a été établi en 2020. Il couvre en fait la période 2021-2025, et donc ce sont des décrets en fait qui sont quinquennales, qui vont être révisés en fait tous les 5 ans. Et dans ces décrets, en fait, on retrouve un ensemble d'objectifs, justement. Donc, par exemple, le décret de 2025 qui dit qu'il faut tendre vers 100% d'emballage plastique à usage unique recyclable, ou la création en fait des filières de recyclage opérationnelles. Il y a des objectifs, par exemple, tendre vers 100% de suppression d'emballage plastique à usage unique inutile. Voilà, donc plusieurs objectifs, hein, je ne vais pas tous les énumérer ici. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est le plan d'éco-conception révisable tous les 5 ans. Donc là, c'est une obligation réglementaire. Toutes les entreprises doivent se doter d'un plan d'éco-conception qui doit être déposé en fait à la fin de l'année. Et pareillement, révisable en fait tous les 5 ans. Ce qu'il faut savoir, donc comme c'est révisable tous les 5 ans, en ce moment, il y a aussi des feuilles de route sectorielles qui ont été commandées par l'ADEME. Donc chaque secteur en fait industriel doit travailler avec les fédérations professionnelles, notamment les syndicats, sur la création en fait d'un état des lieux, donc une feuille de route donc avec un état des lieux de où est le plastique en fait dans leurs emballages, quels sont en fait les taux de recyclabilité et quelles sont les grandes pistes d'éco-conception. Tout ça en fait c'est pour venir réviser en fait les objectifs, parce que les objectifs sont très généraux. Et donc, c'est pour dire, bon, bah, dans tel secteur, finalement, peut-être l'ambition des 20%, c'est démesuré, peut-être qu'on arrivera qu'à 5%, etc. Donc, vous pouvez suivre, en fait, là, je vous ai mis un petit lien, en fait, où vous pouvez accéder, en fait, à ces informations réglementaires. Je vois que le temps presse, s'écoule rapidement. Donc, je vais revenir juste un peu sur l'emballage plastique à usage unique. Donc, qu'est-ce qu'on dit en fait? Qu'est-ce que c'est ça concrètement en fait? Donc, c'est un emballage qui est fabriqué entièrement, partiellement à partir de plastique et qui n'est pas finalement réemployable. Donc, il ne peut pas être utilisé pour un usage identique ou qui n'est pas, voilà, qu'on ne peut pas réemployer pour le même usage. Pareil, vous retrouvez en fait un ensemble également de définitions. Donc, l'emballage plastique, par exemple, il n'y a pas de seuil minimal de teneur en plastique. Donc, par exemple, si vous avez un complexe papier, carton, laminé, coextrudé ou enduit de polymère, c'est considéré comme un emballage plastique. L'emballage est recyclable si, en fait, il détient une filière de recyclage qui est opérationnelle à l'échelle nationale. Voilà, et vous avez également des matrices de recyclabilité qui sont disponibles sur le site du COTREP et du CEREC. Il faut savoir que les définitions sont en cours de clarification et d'harmonisation européenne également. Le décret 3R introduit également la définition d'emballage utile-inutile. Donc, c'est un emballage qui n'a pas en fait de fonction technique essentielle, comme une fonction de protection sanitaire, d'intégrité des produits, de transport ou de support d'information réglementaire. Donc ça, c'est une définition qui est vraiment fondamentale, parce que du coup, c'est comme si elle excluait en fait toutes les fonctions, par exemple, de praticité.
Donc, de quoi on parle quand on parle de la stratégie 3R finalement? Donc, voici un peu un schéma récapitulatif. Donc, c'est vraiment le fait de passer en fait de l'emballage qui est linéaire, hein, on va produire, on va l'utiliser, on va le jeter, à un emballage circulaire, c'est-à-dire qu'on va le produire, on va le réemployer le nombre maximum de fois avant de pouvoir le jeter et le recycler. Donc, ça suppose d'utiliser le moins de matière possible. La première stratégie, c'est d'ailleurs l'évitement. D'allonger sa durée de vie hein, par le réemploi et la réutilisation et d'augmenter son taux de recyclage et notamment sa qualité de recyclage. On voit arriver notamment les enjeux de boucles fermées, par exemple, sur le polyéthylène terephthalate, le PET. Alors, comme je vous disais, c'est une réglementation qui est en pleine évolution également. Donc, et qui avec plein de rebondissements, puisqu'à l'échelle européenne, en fait, on a la directive, la Packaging and Packaging Waste Directive, donc c'est la 94/62, qui est en train de passer d'un stade de directive à un stade de règlement. Donc ça, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que ce sera une obligation en fait d'application qui sera homogène dans tous les États membres. Donc on n'aura plus le choix en fait. On sera obligé d'harmoniser en fait, donc à la fois les objectifs, les définitions, les méthodologies d'évaluation, les méthodologies de contrôle. Tout le monde devra faire pareil. Donc voilà, le but en fait, c'est que tout le monde puisse parler le même langage. Donc c'est notamment important pour les entreprises, par exemple, qui commercialisent des produits dans différents pays. Là, en ce moment, ils sont quand même plutôt confrontés à des soucis de réglementation en termes de communication, en termes de choix de matériaux, en termes de potentiel de recyclabilité, etc. Donc, le but, c'est vraiment de venir harmoniser tout ça. Alors, j'en ai fini pour la partie réglementaire. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'avais une petite question, Anne-Laure. Tu ne l'as pas forcément évoqué, mais je sais que des entrepreneurs qui participent au programme Parcours en ont parlé. C'est la RPE, la contrepartie, tu sais, des REP, pardon, REP. Donc oui, en fait, effectivement, c'est la responsabilité élargie des producteurs. Donc en fait, effectivement, la loi AGEC permet justement ou impose en fait d'avoir une REP en fait pour tous les produits. Hein. La loi AGEC, c'est pas seulement en fait les emballages, c'est vraiment tous les produits qui sont disponibles sur le marché. Il faut savoir, voilà, donc c'est le fait que c'est le producteur qui est responsable justement de la fin de vie, de la fin de vie en fait de ces produits. Donc c'est de là en fait qu'est né en fait les éco-contributions, le fait de payer une redevance, une sorte de redevance de taxe en fait pour activer en fait la recyclabilité des matériaux. Il faut savoir que pour l'emballage, en fait, la REP, elle existe depuis 1992 en France. Donc ça fait quand même plus de 30 ans. C'est la première REP. Cela dit, en 30 ans, on a fait quand même pas mal de chemin. Il en reste encore beaucoup à parcourir. Et c'est pour ça, en fait, que les objectifs, etc., par exemple, il y a beaucoup d'accompagnement en ce moment sur la création de nouvelles filières de recyclage, notamment je ne sais pas si vous avez vu dans les actualités, on parle de la filière, par exemple, sur le polypro flexible. Donc actuellement, en France, il est non recyclé, mais justement, maintenant, c'est une obligation à 2025. Si on met un matériau sur le marché, il doit pouvoir être trié, collecté et recyclé à l'échelle nationale. Ok, merci pour cette précision. On a une question dans le chat d'Anne-Gaëlle Eudo. Les plans d'éco-conception produits frais sectoriels ne sont pas encore disponibles. Est-ce qu'il vaut mieux attendre octobre ou prendre un plan global pour s'avancer? Alors, en fait, effectivement, donc les feuilles de route sectorielles sont en train d'être finalisées. Je sais que l'ADEME a donné un délai en fait au 9 juin en fait pour les interprofessions, etc., les fédérations, pour déposer en fait les feuilles de route sectorielles. Ensuite, je ne connais pas vraiment effectivement le calendrier, si elles vont être accessibles au public tout de suite, ou si effectivement on va peut-être avoir un petit délai de quelques mois pour les avoir à la rentrée.
Maintenant, attendre ou pas attendre, j'ai envie de dire, ça dépend des enjeux de l'entreprise, ça dépend effectivement de portefeuille de produits. Vous avez, voilà, si vous êtes plutôt une très petite entreprise, peut-être qu'à ce moment-là, ça peut être mieux effectivement d'attendre pour voir un peu quelles sont les grandes pistes qui sont proposées. Si vous êtes une plus grosse entreprise, ben, peut-être que là, soit vous avez déjà été consulté, soit effectivement, vous pourrez être plus amené à justement pouvoir enclencher ce plan d'éco-conception qui peut quand même durer, bon, c'est quand même conséquent en termes de travail, ça prend quand même entre 6 mois et 1 an, selon la taille de l'entreprise. Ça te convient, Gaëlle, comme réponse? Je vois que tu avais ouvert ton micro. Oui, parce que bonjour, merci pour cette premier élément de réponse, mais parce que je voulais savoir si les entreprises qui sont plutôt de petite taille avec lesquelles je travaille ont intérêt à essayer d'entamer une démarche, mais qui sera un peu solitaire, ou si les plans vont bientôt apparaître, parce que ils sont pour la plupart adhérents Citeo, et sur le plan de prévention Citeo, on ne voit pas de date de délai sous lesquels ces plans-là seraient dispo, et avec des éléments qui permettraient d'avancer un peu plus vite, peut-être, quoi. Mais si ça arrive juste avant la deadline d'octobre sur lequel elles doivent être inscrites, est-ce que ça vaut pas le coup de le faire avant? Je sais pas. Effectivement, là, il y a un peu il y a un peu les calendriers, en fait, les agendas qui s'entrecroisent. Effectivement, Citeo, je sais qu'ils ont mis à disposition des fiches, en fait, pour permettre aux petites entreprises justement de faire leur plan d'éco-conception avec des grilles d'analyse. Ça peut être un début de démarche. Maintenant, les feuilles de route sectorielles, ça va vous donner un peu un état des lieux global du secteur, ça va vous donner des grandes pistes d'éco-conception, mais ça ne va pas vous donner, vos propres pistes d'éco-conception. Ça va quand même être assez général. Tout ça parce qu'il y a les questions quand même de concurrence et de confidentialité inter-entreprise. Donc, on ne peut pas aller non plus dans les détails de savoir quelle est vraiment, en termes d'innovation, quelle est la future innovation, quelle est la solution qu'il faut prendre en compte, etc. Merci, mais ouais, non, je pense que du coup, il vaut mieux essayer de démarrer sur un plan global quand même. Parce qu'il y aura pas, si c'est pas très précis, vaut mieux anticiper un peu et aller au fil de l'eau, quoi. Merci. Merci à vous. Merci. Là, j'ai pas d'autres questions pour le moment, ça viendra peut-être à la fin. On te laisse peut-être continuer, Anne-Laure. Merci Claudie. Effectivement, en fait, en termes de ces gros morceaux qui arrivent là, quand même, je vais vous apporter quand même beaucoup d'éléments. Donc cette partie-là, donc je l'ai découpée en 3 sous-parties. Une première partie, c'est plutôt, je vais revenir sur des grandes définitions. C'est un peu le B à bas de l'emballage, j'ai envie de dire. La deuxième partie, on parlera de quelques notions d'ACV. Et je vous montrerai justement un cas, une analyse de cas. Et la troisième partie, on parlera des outils, notamment des indicateurs emballage. Et là, également, je vous montrerai un cas. Et à la fin, je vous donnerai quelques conseils pour entamer votre démarche d'éco-conception emballage dans les meilleures conditions et l'accès à quelques ressources utiles. C'est parti. Donc, une définition vraiment de base ici, c'est vraiment ce qu'il faut vraiment garder en tête le plus possible, c'est que l'emballage n'existe pas tout seul. Il forme un couple, en fait, avec son contenu. Donc, ce qu'on appelle finalement le produit, c'est vraiment le contenu, alors qu'il peut être soit un aliment, soit une formule cosmétique, soit un objet, auquel on associe, en fait, un contenant. Donc, ce qu'on appelle plus communément, en fait, le système emballage. Et là, on retrouve en fait 3 niveaux dans ce système. Donc, le niveau primaire, c'est finalement ce qui correspond à l'unité de vente consommateur, c'est-à-dire l'UVC. On retrouve aussi l'emballage secondaire, c'est l'emballage plutôt de regroupement. Et ensuite, l'emballage tertiaire, donc c'est ce qu'on appelle plus communément l'emballage logistique. Donc, c'est vraiment une notion fondamentale ici de couple en fait emballage-produit et c'est vraiment de trouver en fait le juste équilibre entre les deux. À quoi sert l'emballage? Alors, c'est une bonne question, sachant que vous avez vu que dans le décret 3R, en fait, le décret 3R apporte en fait cette notion de fonction finalement utile, voire inutile.
Donc, ça vient un peu rebrasser cette définition de à quoi sert mon emballage. Donc, finalement, l'emballage, enfin, moi, c'est ma vision des choses, c'est vraiment un outil, finalement, qui a deux grandes fonctions, en fait, pour votre produit, qui sont essentielles. C'est déjà, en termes d'alimentation, c'est vraiment la protection, en fait, de votre contenu. C'est ça qui va permettre que votre denrée alimentaire ne va pas se périmer tout de suite, en fait. Donc, selon, en fait, le cycle de vie de votre produit, va bien arriver dans les bonnes conditions de préservation, à la fois sanitaire, organoleptique de votre produit et être consommé par votre consommateur. Et la deuxième grande fonction, c'est plutôt les fonctions qui sont autour de la communication, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions qui sont liées plutôt aux mentions légales, hein, s'assurer qu'effectivement on sache ce qu'il y a à l'intérieur, les ingrédients, etc. Donc c'est relatif au règlement INCO. Alors, une troisième définition ici, donc c'est la définition de l'éco-conception. Donc, l'éco-conception, en fait, c'est vraiment l'intégration systématique des aspects environnementaux dès la conception même du produit et le développement du produit, hein, que ce soit un bien, un service, un système, un emballage, peu importe le produit, avec pour objectif la réduction des impacts environnementaux négatifs tout au long de leur cycle de vie et à service rendu équivalent au supérieur. Donc ici, dans cette définition, on a vraiment cette notion de réduction d'impact dès la conception. Cette notion aussi de cycle de vie, hein, on reviendra en fait sur ces sujets cycle de vie, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc ça veut dire de la fabrication à la nouvelle vie du produit et d'usage aussi également, parce qu'un produit, hein, c'est fait pour être utilisé, donc il faut qu'il y ait une certaine désirabilité, hein, de la part du consommateur, de l'usager. Donc, comme je disais, en fait, la REP emballage, elle existe depuis une trentaine d'années maintenant. Et effectivement, donc, le sujet de l'emballage, c'est un sujet assez prégnant en ce moment, hein, on en parle beaucoup, mais finalement, on en parle depuis quand même un certain moment. Et notamment, il y a le Conseil national de l'emballage qui avait introduit cette notion en fait, de juste emballage, pour parler justement de comment on pourrait dire en fait, qu'un emballage est conçu, éco-conçu finalement. Et en fait, ils avaient trouvé en fait cette notion de juste emballage, hein, qui est repris très très souvent en fait si vous regardez un peu les médias sociaux en ce moment. Donc c'est vraiment d'essayer de trouver en fait le point d'équilibre en fait où l'emballage va remplir pleinement son rôle de protection du contenu. Donc il n'y aura ni un sous-emballage parce qu'on sait que s'il n'y a pas assez d'emballage, là on a des risques quand même de gaspillage, de bris du produit parce qu'il ne va pas assurer en fait son rôle de protection. Et ni du suremballage, parce que là, du coup, on a trop d'emballage, on a un excès de matière, on a un excès de déchets, etc. Et ça aussi, des impacts écologiques. Donc, on cherche vraiment à avoir ce juste emballage, vraiment le juste équilibre. Et comme je vous disais, en fait, il y a cette notion aussi de cycle de vie. Et on se rappelle aussi qu'on doit toujours prendre en compte l'emballage avec son produit. Et quand on regarde l'analyse de cycle de vie d'un produit, l'emballage, en fait, finalement, va être utile en fait tout le long en fait du cycle de vie, de la durée de vie du produit, hein, de la fabrication, conditionnement jusqu'à l'usage, voire sa nouvelle vie. Et en moyenne, un système d'emballage, alors c'est vraiment des moyennes nationales, on va dire. Si on regarde vraiment, c'est vraiment l'ACV du produit sur un produit alimentaire, l'ACV représente à peu près seulement 5 à 15% en fait, des émissions de gaz à effet de serre, alors que vraiment le contenu, lui, va représenter entre 40 à 80% des impacts carbone. Et en fait, c'est là que c'est intéressant de voir aussi que l'emballage est vraiment un outil en fait d'intégration, enfin d'intégrité en fait du produit, et va pouvoir réduire le gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire, on le sait en France, représente quand même un quart des émissions de gaz à effet de serre. Hein. Au niveau mondial, c'est 30 à 50%. Ça veut dire que finalement, on aura pollué un quart pour rien, finalement. Donc, la démarche d'éco-conception, donc maintenant qu'on a vu quelques définitions, par où on commence en fait sa démarche, quelles sont en fait les étapes et les outils. Donc, je vais commencer déjà par vous parler des niveaux d'éco-conception. Donc, il faut savoir en fait qu'il y a plusieurs niveaux en fait de résultats qu'on peut attendre en fait d'une démarche d'éco-conception.
Donc, selon le niveau en fait, d'engagement, d'effort qu'on va y apporter et de stratégie de conception de notre produit et de nos systèmes en fait, de commercialisation. Donc, le niveau 1, finalement, ce niveau 1, c'est vraiment le plus facile à faire. C'est vraiment là où il y a très peu d'efforts à engager, très peu d'investissements. Généralement, on parle plutôt voilà, de la suppression des suremballages, des modifications qui sont quand même assez légères, assez faciles à mettre en œuvre. Donc là, on aura des résultats qui seront finalement assez minimes, hein, presque non significatifs, et on va plutôt agir en fait sur des réductions de coûts. C'est quand même bénéfique pour les entreprises de le faire puisqu'il y a quand même un incitatif optimisation. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle optimisation. Donc là, je voulais juste vous faire aussi un petite mise en lumière en fait d'un challenge en fait que je fais depuis 1 an déjà avec l'agence Multipass Bruno Garnier, c'est pour ceux qui le connaissent. Donc on s'indigne en fait du fait d'avoir des lots en fait. Donc par exemple, vous savez les lots de plastique qu'on a par exemple autour des bouteilles, des lots. Bah, là par exemple on voit un carton. Pour avoir des lots en fait sur des formats familiaux, etc. Donc ça crée en fait des suremballages qui sont inutiles en quelque sorte, puisque en fait ils ont juste la fonction de regrouper un ensemble de produits ensemble pour justement que ce soit plus facile pour le point de vente de passer en caisse. Et on sait que sur les caisses enregistreuses, c'est possible de faire des lots, de faire des prix spéciaux, etc. Donc, c'est vraiment un challenge en fait qu'on fait avec Bruno sur les réseaux sociaux pour justement arriver à réduire en fait ces emballages inutiles. Donc, c'est le hashtag challenge lot virtuel si vous voulez nous suivre. Ensuite, le deuxième niveau, c'est vraiment le niveau de... Là, on va quand même essayer d'aller reconcevoir le produit. Donc, vous voyez, là, on va agir sur l'emballage, mais par la reconception même du produit. C'est-à-dire qu'on va reconcevoir la forme pour optimiser, par exemple, le volume, la taille, la forme, etc. Et là, on va venir agir sur certains endroits du système pour faire des économies d'échelle. Donc là, ça demande quand même plus de risques. Il y a vraiment une reconception du produit. Il y a même une différenciation en termes d'offres commerciales. Mais on va arriver déjà à des gains qui sont déjà plus conséquents. Le troisième niveau, on arrive vraiment dans l'innovation même de la fonction et de l'usage du produit. Et on va venir vraiment aussi devoir aussi adapter en quelque sorte le modèle économique autour de la vente de nos produits. Donc là, par exemple, si on prend par exemple le dentifrice, donc là on voit qu'on a changé, on n'est plus sur une pâte mais sur une pastille. Donc là, il y a un gain de place, etc. On vient complètement changer, hein, c'est un nouveau produit, c'est une nouvelle façon d'utiliser son produit, etc. Ça passe aussi par les modèles de réemploi. Donc, par exemple, vous avez la marque Cozy qui propose de remplir en fait voilà, du vrac sur des emballages en fait réemployables. Donc, ils ont mis en place tout un système derrière pour justement récupérer les bouteilles, etc. Donc là, on est vraiment dans cette forme quand même d'innovation qui est un peu plus poussée, qui vient vraiment de par l'emballage aussi venir en fait adapter l'offre. Et le quatrième niveau, c'est vraiment le niveau optimal. Donc là, on est vraiment dans la rupture totale avec le modèle économique actuel. Donc là, on parle non plus vraiment de produits, mais même de raison d'être en fait de l'entreprise. Pourquoi j'ai cette entreprise? Qu'est-ce que je propose sur le marché? C'est quoi pourquoi j'existe finalement? Qu'est-ce que je veux apporter au monde? Et quand on parle d'économie circulaire, on entend souvent voilà, l'économie de la fonctionnalité. Et bien, l'économie de la fonctionnalité, c'est vraiment une innovation de rupture, puisqu'on ne va plus vendre en fait le produit, mais l'usage et le service derrière le produit. Donc, j'ai 2 exemples qui viennent illustrer. Donc, on a par exemple les paniers de Léa. Donc, alors les paniers de Léa, ils étaient en mauvaise posture en fait au début des années 2010 et entre 2013 et 2015, ils ont augmenté de 85% leur chiffre d'affaires.
Tout ça parce que avant, ils vendaient des fruits et légumes aux entreprises. Et maintenant, ce qu'ils vendent, en fait, c'est un bien-être au travail. Donc, au-delà de vendre des paniers de fruits et légumes, ils vendent aussi des externalités positives, c'est-à-dire des formations de nutrition, comment bien manger au travail, etc. Et s'appuie également sur un réseau local. Donc, vous voyez, ça va beaucoup plus loin en fait que le produit lui-même. Et on peut citer aussi l'entreprise 1001 Repas, qui, elle, justement, a décidé de s'attaquer en fait au zéro gaspillage et à la gastronomie, en fait, la restauration collective. Et ça marche puisque, en fait, ils ont réduit de 90% le gaspillage dans les assiettes des élèves. Et maintenant, ils proposent en fait de l'éducation au goût et au mieux manger, en fait, pour les élèves, etc. Donc, ce qui est vraiment fondamental à comprendre ici, c'est que tous ces niveaux en fait, voilà, de conception, d'éco-conception, vont avoir de plus en plus d'impact si justement on regarde en fait, c'est vraiment l'étape de conception en fait qui va définir 80% des impacts environnementaux d'un produit. Donc ça veut dire que c'est à cette étape-là de la conception, on va vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on veut mettre sur le marché, pourquoi on veut le mettre sur le marché, comment, sous quelle forme, quelle solution on va choisir, etc. On va pouvoir vraiment anticiper et évaluer les impacts de son choix de solution. L'enjeu, en fait, c'est ici, est-ce qu'on est vraiment sûr, en fait, de faire mieux? Et donc, quels sont les leviers de conception les plus efficaces pour réduire l'impact sur l'environnement? Donc, c'est de là, en fait, on en vient justement aux outils en fait, d'éco-conception. Donc, ce schéma, en fait, illustre un peu la diversité, finalement, des outils qui peut exister, en fait, en termes d'éco-conception. Alors, pas seulement des emballages, hein, c'est vraiment une grille qui est plutôt générale, produits et services. Donc, comme vous voyez sur le schéma, en fait, il n'y a pas vraiment d'outils qui sont parfaits, qui permettent à la fois d'évaluer et de trouver des solutions, en fait. Donc, on dispose finalement d'une boîte à outils qu'on va pouvoir venir piocher dedans en fonction de où on est dans notre stade de développement. Donc, aujourd'hui, en fait, je vais vous introduire deux outils qui sont spécifiques à l'emballage, on va utiliser pour l'emballage, donc l'ACV et l'ACV simplifié, et les jeux d'indicateurs. Alors, pourquoi faire une ACV? En fait, c'est vraiment la question vraiment fondamentale. Souvent, j'ai des gens qui arrivent ou des entreprises qui arrivent vers moi et me disent bah, je veux faire une ACV pour mon emballage. Ok, mais pourquoi en fait? Quel est l'objectif en fait derrière faire une ACV? Qu'est-ce que vous voulez démontrer? Qu'est-ce que vous voulez voir? Est-ce que c'est pour un usage interne? Est-ce que c'est pour un usage externe? Est-ce que c'est dans le cadre d'une conception? Est-ce que vous voulez communiquer? Qu'est-ce que vous voulez faire en fait avec cette ACV? C'est vraiment, ici je vous ai mis un peu tous les cas qu'on peut retrouver. Voilà, l'ACV, ça peut être à la fois de l'aide à les décisions en termes de planification. Ça peut être vraiment le fait de faire un bilan, donc un état des lieux de ce qu'on a actuellement et de pouvoir en déceler les pistes d'optimisation. Et ça peut être aussi un outil qui peut être utilisé pour ensuite communiquer. Mais il faut bien savoir, il faut bien comprendre voilà, quel est le but de l'ACV parce que c'est quand même un travail assez conséquent et complexe. Alors là, je vais vous donner voilà, quelques... Je ne vais pas rentrer non plus dans les détails hein, d'une formation complète en ACV, c'est vraiment juste pour vous donner un peu les grandes approches finalement. Donc, quand on parle d'ACV, en fait, donc pour analyse du cycle de vie, effectivement, il y a ce fameux nom, en fait, cycle de vie, qui finalement signifie qu'on vient décomposer, en fait, le produit en différentes phases de vie finalement. De sa conception, hein, du moment en fait on a l'idée, hein, on a vu que cette phase-là permet en fait d'économiser, de décider 80% des impacts à sa fin de vie. Mais je dirais plus maintenant, puisqu'on est dans une boucle d'économie circulaire avec la stratégie 3R, c'est plus la fin de vie, mais c'est la nouvelle vie.
Donc, on retrouve ici 5 à 7 étapes successives sur des cycles de vie plus ou moins longs. Donc, par exemple, si on donne l'exemple d'une voiture, le cycle de vie d'une voiture entre sa fabrication et sa fin de vie, elle est plutôt de l'ordre de 15 à 20 ans. Sur un emballage, en fait, le cycle de vie d'un emballage est inférieur à 1 an. C'est très, très court, finalement. Et voilà, tout est l'enjeu, en fait, du réemploi, puisqu'il est là on va essayer de venir augmenter, en fait, la durée de vie de l'emballage pour qu'il soit supérieur à 1 an. Alors, on raisonne en phase de cycle de vie, justement, pour éviter les transferts d'impact. Les transferts d'impact, en fait, c'est le fait de venir reporter un impact d'une étape sur une autre. Et d'une manière très simplifiée, donc pour chaque étape, ce qu'on va venir faire, c'est finalement un bilan. Donc, cette étape-là, c'est ce qu'on appelle l'inventaire, hein. Vous verrez, souvent, on parle de d'ICV, inventaire de cycle de vie. Donc, ça veut dire que pour chaque étape, on va venir comptabiliser toutes les ressources de matière, d'énergie, etc., qui vont servir à faire vivre votre produit, hein, qu'on va utiliser pour fabriquer, mais aussi utiliser votre produit. Et on va ensuite comptabiliser tout ce qui sort en fait du système. Donc ça peut être les déchets, les émissions, les pollutions et rejets dans l'air, l'eau et le sol. Le résultat, donc, c'est qu'on obtient un bilan de dommages. En fait, c'est un bilan de dommages que ça engendre en fait sur le système Terre. Donc ça, en termes de consommation de ressources ou d'émissions. Donc pour ça, on a différents indicateurs. Souvent, il peut en avoir une vingtaine. Donc, chaque indicateur, en fait, c'est un critère qui va calculer un impact en grandeur mesurable. Donc, il aura en fait sa propre unité de mesure à partir de l'inventaire des substances et des flux. Donc, en fait, quand on va faire une ACV, on va pas prendre tous les indicateurs parce que sinon, on ne s'y retrouve pas et puis ils ne sont pas forcément tous pertinents en fait par rapport à ce qu'on va regarder. Donc, on va choisir en fait entre 4 et 6 indicateurs et on va pouvoir comparer un indicateur par rapport à un autre. On ne va jamais venir comparer un indicateur par rapport à l'autre. Par exemple, quand vous avez un bilan carbone ou BGES, en fait, vous avez seulement un indicateur. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait une analyse monocritère. Donc, quand vous allez comparer en fait deux produits l'un avec l'autre, si vous avez seulement un bilan carbone, vous allez comparer seulement un critère par rapport à l'autre. Donc, peut-être que vous allez voir dans un cas, vous allez dire, bon, mon produit B est meilleur. Mais finalement, si vous avez une ACV, vous avez plusieurs indicateurs, là, vous pourrez voir que sur certains indicateurs, vous serez meilleur et sur d'autres, vous serez moins bon. Donc, ça permet un peu de contrebalancer et trouver un compromis. Parce qu'il faut quand même avoir bien conscience que tout ça, rien n'est parfaitement vert. Et en fait, c'est un outil qui permet de trouver un peu le juste compromis. Donc, la CV, en fait, c'est vraiment une démarche qui est scientifique, et qui est normée. Hein, donc, c'est la série des ISO 14040. Donc là, je vous mets juste la slide. Je vais parvenir à travers, en fait, toutes les formes de normes qui existent. Donc, il y a à la fois des normes ISO qui sont spécifiques à l'éco-conception, hein, pas seulement l'éco-conception des emballages, encore une fois, l'éco-conception de tous les produits. Ensuite, il y a une série de normes en fait qui est spécifique justement à comment on réalise une ACV, les principes, les exigences et les lignes directrices. Et ensuite, il y a une série de normes qui complémentent aussi pour comment on va pouvoir communiquer, qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire à partir d'une analyse de cycle de vie. Donc, pour que ce soit un peu plus pratique, hein, j'ai bien conscience que c'est un peu trop théorique tout ça. Je vous ai pris un exemple. Alors, j'ai pris cet exemple parce que c'est un exemple qu'on voit quand même souvent en ce moment. C'est un sujet d'actualité. On parle beaucoup en fait du réemploi des bouteilles de verre. Et donc, ce qu'on appelle la déroche 2009, en fait, c'est une ACV qui vraiment fait référence en fait sur le marché et qui permet de comparer les bouteilles de bière de 75 centilitres à usage unique, donc recyclées, utilisées et recyclées, à des bouteilles 75 centilitres de bière réemployables.
Donc, ça, je le donne un peu dans une cadre de formation, normalement, où je passe à travers toutes les étapes. Je viens tout décrire, en fait, comment on va lire une ACV, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, etc. Là, on n'a vraiment pas le temps pour ça, mais je vais revenir juste, en fait, sur le cadre, en fait, de compréhension, les résultats, et vous montrer, en termes de communication, qu'est-ce qu'on a le droit de dire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire. Donc, effectivement, comme je vous disais, la CV, c'est vraiment, il y a un cadre, en fait, réglementaire normé, en fait. Donc, il y a 4 étapes, en fait, pour réaliser une ACV. La première des grosses étapes, en fait, c'est primordial, c'est ce que je vous ai affiché à l'écran. C'est vraiment de venir vraiment se demander quels sont les objectifs de cette ACV, hein, pourquoi on l'a fait, pourquoi, dans quel cadre, qu'est-ce qu'on voulait démontrer. Revenir en plus dans quel périmètre en fait l'ACV va s'inclure, quelles sont les étapes qu'on va prendre en compte, quelles sont les étapes aussi qu'on va exclure, quelles sont les hypothèses qu'on a posées pour faire cet ACV et très important également, quelle est l'unité fonctionnelle. Donc c'est vraiment le cadre de référence où on a une définition de base et à partir de cette définition-là, on va faire tous les calculs pour justement pouvoir en tirer en fait les résultats. Donc, on voit que dans cet ACV-là, les grandes hypothèses au départ, c'est des bouteilles de 75 centilitres avec un nombre de réutilisations de 20 fois, avec un taux de retour de consommateurs de 95, donc c'est quand même très élevé. Une distance de distribution moyenne aller-retour d'environ 260 km, donc c'est quand même très régional. Et un taux de recyclage du verre trié par le consommateur de 65%. Bon, il y a un ensemble de critères, là je vous ai mis que les principaux, mais ça vous donne un peu une idée. Donc, suite à poser ces hypothèses, hein, on va venir faire en fait ce qu'on appelle l'ICV, hein, je vous ai montré, hein, c'est vraiment l'inventaire du cycle de vie, donc tout ce qui rentre dans le système, tout ce qui sort du système, on va modéliser en fait toutes les étapes, on va lancer le calculateur et ensuite on va en tirer des résultats. Alors, ici, sur un peu le type de résultats qu'on va retrouver généralement sur les ACV comparatifs, c'est-à-dire qu'on va venir comparer une solution par rapport à une autre. C'est le graphique du milieu que vous pouvez voir. Et ensuite, on va faire aussi une analyse de sensibilité. Donc, l'analyse de sensibilité, c'est vraiment pour voir s'il y a certaines hypothèses qu'on a posées qui sont vraiment influentes ou pas. Alors, on peut se dire, bon, bah, si on change un paramètre, est-ce que ça va changer tous les résultats? Cette analyse de sensibilité est de plus en plus utilisée aussi comme outil de simulation. C'est-à-dire qu'on va faire varier des paramètres et on va voir justement si on a un impact. Ici, par exemple, on a une courbe en fait en fonction du nombre de réutilisations de la bouteille et de voir comment cela influence en fait l'impact carbone. Donc, ce qu'il faut retenir de ces résultats dans cet ACV-là, c'est que au bout du deuxième cycle, le réemploi de la bouteille 75 centilitres de bière est meilleur devient meilleur en fait que le recyclage. Donc, on arrive à ce fameux point de bascule. Et qu'au bout de 5 cycles, on divise par 3 les émissions de gaz à effet de serre, donc moins 66%. Donc, je n'irai pas plus loin là-dessus. Je vais juste vous montrer maintenant en termes de communication. Donc, comme je vous ai dit, on voit beaucoup de choses passer là sur les réseaux sociaux. Si vous vous intéressez en fait justement au réemploi du verre, etc., toutes ces les enjeux, etc., combien justement on va pouvoir réduire les impacts grâce au réemploi. Et on voit beaucoup de publications de ce genre. Alors, je vous en ai mis quelques-unes. Finalement, quand on les lit, on peut se dire, c'est bien, le fait de réemployer une bouteille de verre une fois va permettre de gagner 4 fois plus d'énergie que le recyclage, va pouvoir de faire économiser 80% des GES, etc. Or, en fait, c'est là qu'on voit que la lecture en fait, de l'ACV a ses propres limites en termes aussi de compréhension et d'interprétation des résultats, puisqu'en fait, quand on lit l'ACV et les hypothèses, en fait, on s'aperçoit que c'est faux. On n'a pas un gain, en fait, le gain de 80% des GES n'est pas au bout du deuxième cycle, mais du 20e cycle. Donc, c'est quand même une grosse différence en fait d'interprétation en termes justement d'usage par les consommateurs. Il y a aussi le petit graphique sur le côté
On voit justement quelqu'un qui affirmait que justement le fait de réutiliser son emballage 5 fois permet de diviser son empreinte carbone par 5. En fait, c'est faux, c'est à peu près par 3. Et encore là, on peut se demander dans quelles circonstances, est-ce qu'il parle vraiment d'une bouteille de verre de 75 centilitres? Est-ce qu'il parle d'autre chose? On ne sait pas en fait. Donc, le petit conseil ici, c'est dans les bonnes pratiques en fait de communication, c'est toujours venir citer en fait l'étude de référence et les hypothèses importantes en fait pour pouvoir communiquer en fait sur ces sujets-là. Il faut vraiment faire attention à ça pour pas tomber justement dans ce qu'on appelle le greenwashing. Alors finalement, pour l'emballage, ACV ou pas? Alors je dirais oui et non. En fait, tout dépend du contexte et de vos propres objectifs. On a vu qu'il faut se poser quand même ces questions, pourquoi on fait l'ACV? Si c'est un objet de communication, donc à ce moment-là, il est plutôt conseillé de faire une ACV complète, enfin c'est plutôt obligatoire même de faire une ACV complète, et c'est recommandé de faire une revue critique. S'il y a un objectif seulement d'éco-conception, à ce moment-là, on peut faire déjà des pré-ciplages, des priorisations en faisant des ACV simplifiés, ou en croisant en fait des données sur du benchmarking en fait d'ACV PAC. En général, on sait que les phases les plus contributrices sont la fabrication des composantes, généralement c'est plus de 50%, et la fin de vie et les transports. Donc avec ça, on a déjà une idée de où il faut aller travailler. Dans tous les cas, en fait, nous, notre vision des choses, c'est que la CV emballage seul ne suffit pas, parce qu'on va justement comparer un emballage par rapport à un autre, donc on ne va pas prendre en compte en fait le contenu, on ne va pas prendre en compte le fait qu'il y ait potentiellement des pertes, des gaspillages, l'impact en fait du changement de matériaux sur la durée de vie du produit, des interactions possibles. On va manquer aussi de données en fait spécifiques emballage dans les bases de données et les processus. Par exemple, si vous avez des complexes barrières, ce qu'on appelle donc des multicouches avec plusieurs types de matériaux, à ce moment-là, il faut tout décomposer, il faut tout créer. Et en fait, généralement, on n'a pas toutes ces données, donc on va faire des suppositions, des hypothèses, et on va manquer de précision. Il va y avoir aussi, voilà, ce qu'on appelle aussi des biais de coupure. On va couper certaines, dans le périmètre, on va couper certaines étapes pour se simplifier la tâche en termes de modélisation. Et enfin, les scénarios de fin de vie ils sont plutôt génériques en fait, donc ils sont basés en fait sur des taux de recyclage justement par pays. Et donc c'est pareil, là on manque de précision en fait sur ces données-là. Donc c'est pour ça qu'en fait il y a d'autres outils, donc par exemple les jeux d'indicateurs que je vais vous présenter prochainement, et qui sont venir vraiment complémenter en fait l'analyse et d'arriver sur des pistes d'éco-conception. Alors les indicateurs emballage, alors c'est quand même quelque chose qui existe quand même depuis longtemps. Il y a notamment le CNE, donc le Conseil national de l'emballage. Si vous allez visiter leur site, je vous ai mis des ressources à la fin de la présentation. Vous verrez qu'ils voilà, ont publié quand même de nombreux guides sur l'éco-conception des emballages où vous retrouvez justement ces indicateurs. Il y a aussi Citeo, qu'on a publié certains et qui les utilisent justement pour ces logiciels d'éco-conception et d'évaluation. Donc, en fait, ce qui est intéressant sur ces indicateurs-là, c'est qu'on va vraiment venir prendre en compte le couple contenant-contenu. Bon, par contre, on va juste pouvoir l'appliquer sur l'emballage primaire, mais bon, c'est déjà très intéressant. Souvent, ça agit un peu en cascade avec l'emballage secondaire tertiaire. Ces indicateurs sont tous en open source, ça veut dire qu'ils sont disponibles. Bon, il faut chercher un peu quand même si vous voulez avoir les définitions complètes. Sinon, nous, on propose en fait une formation et un accès à notre outil. Et ils sont vraiment complémentaires en fait à une analyse de cycle de vie. Ce que ça permet de faire, en fait, ça permet vraiment de prendre du recul et d'avoir un éclairage objectif des enjeux et des pistes d'amélioration qui sont vraiment les plus efficaces. Et je tiens aussi à rappeler que, en fait, une prise de décision sur une piste d'éco-conception, en fait, ne peut pas être prise suite à l'interprétation d'un seul indicateur. Donc, c'est vraiment le croisement de l'ensemble de ces indicateurs qui permet de se dire, bon, on va vers telle solution.
Je voulais juste mettre en garde aussi sur les éco-scores. Donc, on voit fleurir beaucoup d'éco-scores. Alors, notamment, il y a une certaine prise en compte en fait de l'emballage. Donc, on retrouve par exemple le Planet Score, le Nutri-Score et d'autres. Là, on peut quand même se poser la question de la robustesse et de la discrimination en fait de ces indicateurs-là, parce qu'on ne sait pas, en fait, bon, c'est assez opaque la manière en fait dont c'est calculé. Il faut vraiment aller décortiquer en fait l'algorithme. Et finalement, bon, c'est pas bien utile pour vous si vous voulez avoir une réponse qui est quand même facile à comprendre. Donc, moi, ma vision des choses, c'est plutôt de me dire, on a un ensemble d'indicateurs. Nous, on a qui sont applicables donc, sur la stratégie 3R. À la fois, on en a 6, donc 6 sur l'aspect réduction, 2 sur le réemploi et 4 sur le recyclage. Et avec tout ça, ça permet quand même d'avoir une bonne vision globale, systémique, de où il faut aller travailler sur l'emballage ou sur le produit. Donc concrètement, ce qu'on a fait, en fait, c'est créer un petit logiciel en fait, qui permet de calculer automatiquement en fait, ces différents indicateurs et ça vous sort une sorte de spider graph. Et ça permet aussi de comparer différentes solutions entre elles. Donc, on a un système de notation. Nous, on a décrit en fait tout l'ensemble de ces indicateurs d'un point de vue méthodologique. On y a associé en fait également des notes en fonction de est-ce que c'est mauvais ou excellent. Et en fait, on propose en fait justement aux entreprises avec qui on travaille de pouvoir passer au crible leur portefeuille de produits et de pouvoir en sortir des fiches produits où on peut vraiment cibler sur quel aspect on peut travailler et ensuite comparer les solutions. Dans le cadre aussi du PPWR, il faut savoir que il va y avoir alors dans la proposition en tant que telle, il y a une proposition de mettre des notes. Alors on retrouve un peu ces cas d'éco-score finalement, notamment sur la recyclabilité. Donc la recyclabilité des emballages pourrait être notée de A à E, sachant que E est la pire note et E correspond à un taux de recyclabilité moyen inférieur à 70%. Donc il considère du coup que c'est non recyclable. Donc je vous ai fait un petit cas. Alors, un cas qu'on peut retrouver, c'est un cas qu'on peut retrouver assez facilement dans le commerce et qui doit être aussi peut-être le type de questions que peuvent se poser certaines entreprises qui sont participantes aujourd'hui. Donc, c'est vraiment de comparer, alors, quelle est la meilleure solution pour des biscuits de 500 grammes. Alors, je ne vais pas détailler ici le type de biscuit, mais ça pourrait être plutôt générique, en comparant justement un sachet qui Kraft laminé, donc en papier laminé, versus un polypro orienté. Donc, c'est vraiment des sachets qu'on trouve basiquement en fait dans le commerce. Alors, là, je vous ai mis, donc, effectivement, voilà, vous pouvez retrouver toutes les hypothèses. Hein, c'est bien important, en fait, de les rappeler. Donc, on a un premier sachet papier Kraft avec une lamination OPP et une étiquette. Et le deuxième, c'est un sachet OPP monomatière avec un fond carton, un fond plastifié et une étiquette papier auto-adhésive également. Donc là, si on passe justement au crible en fait des indicateurs, les deux emballages, on s'aperçoit, voilà, ce qui nous pointe déjà là, c'est le fait que le deuxième est dans rouge. Donc, à taux de recyclabilité moyen de 0%. Pourquoi? Parce que la filière OPP est inexistante en France. Donc, actuellement, il n'y a pas de filière de recyclage d'OPP, donc considérée comme valorisée énergétiquement. Donc là, on a la pire note. Voilà, donc on n'a pas finalement de notes ici parfaites. Hein. On se retrouve avec des notes même plutôt assez moyennes. Et ce qu'on a par contre, voilà, c'est le sachet Kraft qui est quand même considéré comme recyclable en fait dans la filière papier carton non complexe, mais avec un taux de recyclabilité seulement de
85%. Pourquoi? Parce que dans la filière papier, en fait, seule la partie papier va être repulpée et la partie en fait plastique va être éliminée et va être valorisée énergétiquement. Donc le taux de recyclabilité, c'est pas seulement en fait s'il passe dans la filière à 100%, c'est vraiment qu'est-ce qui est réutilisé en fait, qu'est-ce qui est recyclé en tant que matière dans la filière ciblée. Si on compare maintenant les deux emballages en faisant une analyse, une ACV, alors c'est vraiment une ACV simplifiée, très très simplifiée, je précise, qui a été fait avec l'outil Citeobi. Ici, voilà, c'était juste pour vous montrer qu'effectivement, c'est vraiment les deux outils sont vraiment complémentaires. Ils viennent en fait apporter, l'ACV vient apporter vraiment la dimension impact matériaux. Donc là, on voit effectivement que le sachet Kraft plastique serait quand même meilleur finalement que le sachet OPP, toute proportion gardée. Donc, ça vous donne un peu voilà, une idée des outils ensemble, qu'est-ce que ça peut donner. Et ensuite, à partir de ça, on peut faire en fait effectivement des pistes d'éco-conception et aller proposer en fait des améliorations. Alors, j'en ai terminé avec la présentation. Je vais juste vous donner voilà, quelques conseils de fin sur comment réussir votre démarche d'éco-conception emballage. Donc, premièrement, c'est vraiment d'être dans une approche produit. Donc le produit, vraiment l'emballage comme outil de protection et de communication. C'est aussi être dans une approche fonctionnelle, donc se rappeler toujours, mais à quoi doit servir mon emballage? Quelles sont les fonctions utiles et inutiles? Ensuite, le diagnostic environnemental, c'est vraiment l'association en fait de deux types d'outils. Donc la CV simplifiée, ce qui peut suffire en termes de ciblage, et les indicateurs emballage. Ensuite, la comparaison des solutions. Donc, faire attention sur la comparaison des solutions. C'est vraiment une simulation en fait relative des impacts, notamment sur la CV. Alors, j'ai pas trop évoqué ce point-là, mais c'est quand même très important de savoir que quand on va comparer en fait deux solutions sur une analyse de cycle de vie sur un même indicateur, ce qu'on dit en général, c'est qu'il faut au moins avoir une différence de 20%, par exemple sur l'indicateur GES, pour dire qu'il y a une différence. Mais cela dit, ça ne veut pas dire qu'il y a 20% de différence. En fait, c'est là que sur les imprécisions de calcul, la qualité des données qu'on a, en fait, on n'est pas vraiment sûr. Donc, ça peut être aussi tout à fait l'inverse. Donc, il ne faut pas non plus s'attacher en fait aux résultats que vous avez, surtout sur la CV simplifiée. Ça va juste vous donner un peu une tendance. La recyclabilité, c'est vraiment l'enjeu en fait. C'est un des enjeux, mais c'est quand même le gros enjeu. Donc, vous avez un panel d'outils en fait qui sont disponibles en ligne, donc notamment les matrices de recyclabilité que je vous donne dans la slide d'après. Mais ce que je dis de plus en plus en fait aux entreprises, c'est d'exiger en fait un certificat de recyclabilité de vos fournisseurs. Maintenant, en fait, la plupart des fournisseurs d'emballage devraient être en mesure de vous donner ces certificats-là au même titre qu'ils vous donnent un certificat d'alimentarité. Ça devrait être obligatoire. Cela dit, ce n'est pas obligatoire, je vous rassure, mais vous êtes en droit de l'exiger. Et pour vous aussi, c'est un aspect sécurité et de communication supplémentaire. Faut vraiment arriver à trouver le juste compromis. Vous avez vu, entre deux solutions en fait, d'emballage, des fois, en fait, on n'a pas vraiment une qui est vraiment meilleure que l'autre, etc. Donc, rien n'est parfaitement écologique, faut quand même bien le savoir. Pour les petites entreprises, donc conseil spécial TPE, voire toute petite entreprise, vous devriez sourcer en fait la solution qui correspond en fait à vos volumes d'achat annuels. Souvent, en fait, il y a un frein d'accès en fait à l'innovation sur des matériaux alternatifs. Et justement, le volume d'achat n'est pas assez suffisant et du coup, vous êtes en bas en fait, des minimums de commandes. Donc, ça peut vite, rapidement, en fait, vous limiter. Donc, il faut quand même poser toutes ces questions avant et bien regarder en fait, les volumes que vous avez pour ensuite accéder en fait, aux solutions qui sont disponibles sur le marché. Dernière chose, donc l'emballage éco-conçu. Alors, s'il vous plaît, arrêtez d'écrire ça.
En fait, ça me fait tout le temps filer quand je regarde ça. En fait, voilà, c'est plutôt l'emballage en démarche d'amélioration continue. En fait, l'innovation, elle est croissante, elle est en pleine boom. En fait, on a de plus en plus en fait d'innovation en fait sur le marché, de nouveaux matériaux, etc. Et en fait, on n'a jamais fini en fait d'éco-concevoir. Donc, il faut se dire que la conception, c'est quelque chose qui est un processus en fait d'amélioration continue, et c'est pareil en fait pour vos emballages. Et enfin, en termes organisationnels, donc c'est vraiment d'impliquer le marketing, service marketing, communication, commercial, etc. dans toutes les étapes du projet. De frein, ils peuvent devenir vraiment des sponsors en fait de vos actions. Et enfin, de communiquer vos efforts et vos limites en toute transparence. Hein. On l'a vu sur le cas notamment des ACV comparatifs pour le verre. Ça sert un peu à rien de communiquer des choses. Les gens, en fait, ils vont chercher les informations et ils s'aperçoivent très bien que c'est faux et ça vous fait du tort plus que du bien. Et enfin, donc, quand les limites technologiques sont atteintes, parce qu'elles peuvent être atteintes dans certains cas, donc c'est de remettre en cause le système produit et le modèle économique. Donc là, c'est d'aller voir un peu dans qu'est-ce que vous pouvez faire avec les innovations de rupture de niveau 3 et 4. Enfin, quelques ressources pour vous aider. Donc, vous pouvez retrouver donc, des outils en fait très utiles. Donc, c'est les matrices de recyclabilité et les avis de compatibilité hein, des filières de recyclage. Donc, si par exemple, vous posez des questions sur votre emballage, est-ce qu'il est recyclable, pas recyclable, etc., vous pouvez aller voir sur les deux sites Internet. Donc, je vous ai fait des liens cliquables. Donc, le CIREC, en fait, c'est pour les emballages papier et carton. Et le COTREP, c'est pour les emballages plastiques. Je vous ai mis également 2 guides de bonnes pratiques. Donc, le guide notamment du Conseil national de l'emballage. Alors, Conseil national de l'emballage, vous pouvez passer un moment sur le site. Il y a plein d'informations très utiles avec des avis et des positions, en fait, de l'association. Et vous pouvez retrouver aussi plein d'informations, de fiches éco-conception sur le site de Citeo. Mais aussi, je tiens à préciser qu'il y a un deuxième éco-organisme en fait, de l'emballage en France qui s'appelle l'ECO, L-E-K-O. Vous pouvez aussi retrouver de l'information sur leur site. Et enfin, je propose un pack en fait, de conseils sur mesure. Si vous avez des questions, vous êtes bloqué avec votre emballage, vous avez des questions, peu importe la question, en fait, je propose un pack justement plutôt pour les petites entreprises, justement, de conseils. Et dans le cadre de ce webinaire, je propose un code de réduction valable 6 mois. Voilà, vous pouvez me contacter. Je vous laisse mes coordonnées à la fin de la présentation. Merci à tous. Merci beaucoup, Anne-Laure, pour toutes ces informations. C'était dense, le timing est respecté. Il nous reste une dizaine de minutes pour quelques questions. Il y a déjà eu quelques questions dans le chat. Et alors, moi, tu réponds à l'une de mes questions, mais justement, pour les TPE, PME qui sont un peu perdus, pour vraiment les petites structures, qui peut les aider? Alors, tu réponds en partie à la question avec ton accompagnement, mais est-ce qu'il y a d'autres organismes que tu connais qui peuvent les aider dans leur développement produit? Alors, en termes d'organismes, justement, il y a plein de... Voilà, il y a des associations d'aide, voilà, il y a plein de fédérations qui proposent aussi des guides, qui ont édité des guides. Je pense notamment à Synabio, il me semble, qui a édité un guide justement avec des matrices, en fait, en fonction des matériaux. Voilà, est-ce que c'est bien, pas bien, comment ça s'applique, etc. En fait, il y a pléthore de guides, en fait, que vous pouvez retrouver sur Internet. Le sujet de l'emballage, c'est vraiment un sujet qui est, comme je disais, hein, ça fait 30 ans qu'on fait de l'éco-conception finalement. Il y a vraiment beaucoup de choses qui existent. Il y a aussi, vous pouvez avoir aussi, alors il y a les écoles, hein, notamment, il y a 2 écoles en fait d'emballage en France. Donc si vous avez un projet un peu plus conséquent, vous pouvez prendre aussi un étudiant en stage. Donc vous avez les EPAC, Puy-de-Dôme, c'est ça? Dans Puy-de-Dôme et les IRINS en fait à Reims, donc ils forment des ingénieurs en emballage conditionnement. Et vous avez aussi des agents de conseil hein, comme Albumine, voilà. Plein de monde quand même pour aider les entreprises. Ouais, je pense que ça pourrait être intéressant aussi de transmettre les coordonnées de ces écoles-là pour des
des futurs projets des personnes qui nous suivent. Alors, il y avait quelques questions dans le chat. Alors, n'hésitez pas à prendre la parole, vu qu'on est une petite quarantaine, mais n'hésitez pas à prendre la parole si jamais vous voulez poser aussi une question. Vous pouvez lever la main et on vous donne la parole. Mais il y a une question de Sidonie qui a posé une question par rapport tout à l'heure, ce que tu présentais, ce que c'est qu'une revue critique et par qui elle peut être réalisée. À un moment donné, juste avant de parler des indicateurs, tu parlais de la revue critique par rapport à la CV. Oui, tout à fait. Donc la revue critique, en fait, c'est vraiment le fait de faire relire en fait tout le rapport d'ACV par un comité d'experts. Alors vous pouvez choisir en fait, généralement il y a 2-3 experts. Alors ça peut être un expert, par exemple, si vous faites une ACV relativement à l'emballage, il vaut mieux quand même qu'il y ait un expert emballage, un expert en ACV, enfin différents experts qui vont vraiment déjà regarder si la méthodologie en fait d'analyse de cycle de vie a été faite en fait en bonne et due forme. On a bien respecté toutes les étapes, on a bien pesé voilà toutes les hypothèses. Il n'y a pas d'incohérence en fait en dossier. Voilà, donc c'est vraiment une relecture critique hein, au sens du terme qui vont venir apporter en fait d'autres éléments. Et alors cette relecture critique n'est pas obligatoire en fait pour communiquer publiquement, mais par contre elle est fortement recommandée. C'est vrai que c'est sûr que d'avoir un panel d'experts qui vient un peu, voilà, on a vu qu'il y a une critique derrière, quand même, ouais, ça donne quand même un certain, ça vient un peu peser un peu plus sur le dossier. Donc je vois que Sidonie, vous avez ouvert votre micro, vous voulez peut-être compléter? Oui, déjà pour saluer Anne-Laure et puis non, merci, je pensais qu'effectivement c'était quelque chose de particulier, mais là c'est dans le sens générique, donc tu as répondu à ma question, merci. Et vous aviez une deuxième question aussi qui était dans le chat sur les outils d'ACV. Oui, parce qu'en fait, il y a énormément d'outils finalement qui sont disponibles. Alors EcoPack, il est payant, il est proposé par une entreprise à des grands groupes comme Bell, par exemple, qui l'a développé avec Quantis. Mais il y en a d'autres. Toi, tu as cité BI, je ne connaissais même pas. Puis quand on regarde un peu sur Internet, il y en a pas mal. Mais à qui se vouer ou à quoi se vouer? Est-ce que toi, tu as un avis là-dessus, sur celles si elles sont toutes valables, s'il y en a qui sont vraiment mieux que d'autres? Alors, c'est dommage parce que j'ai une slide dans ma formation, justement, ACV, celle qui est un peu plus poussée sur le sujet. J'ai une slide, justement, qui répertorie une cartographie un peu l'ensemble des logiciels ACV, enfin, spécialement pour le pack, en tout cas. Donc, je vais essayer quand même de la construire là. Donc, en fait, il y a deux sortes d'ACV, donc l'ACV complète et l'ACV simplifiée. Donc, du coup, on va retrouver un peu deux sortes de logiciels. Les logiciels qui font référence sur l'ACV complète, donc celui qu'on va retrouver le plus, c'est CIMAPRO. Donc, c'est payant, hein, ça coûte quand même assez cher pour une entreprise. Et ensuite de ça, il y a une version open source qui marche très bien, ça s'appelle OpenLCA, avec de la formation associée. Ce qui est important en fait dans le logiciel d'ACV, c'est pas tellement finalement le calculateur, hein, parce que finalement c'est un calculateur. C'est l'entrée qu'on va y rendre, les données en fait on va lui donner à machine en fait. Donc ça, ces données, en fait, c'est un ensemble de bases de données. Donc, il y a plein de bases de données qui existent, de méthodes, etc. Et là, on va en retrouver plusieurs. Donc, par exemple, sur l'alimentaire, vous connaissez sans doute Agribalise, hein, donc, qui a édité une série de scores, en fait, hein, sur les produits. Mais on peut retrouver la base de données qu'on peut intégrer, en fait, à un calculateur. Et après, la grosse base de données qu'on utilise quand même assez souvent s'appelle EcoInvent. Voilà. Donc après, c'est des données qui sont quand même payantes, hein, mais qui sont renouvelées, qui sont mises à jour régulièrement. Ensuite, sur les logiciels d'ACV simplifiés, donc c'est là qu'il faut vraiment cibler un peu le besoin derrière. Généralement, c'est plutôt pour faire un peu des grandes pistes d'éco-conception, plutôt de l'état des lieux. Donc, il y a pléthore en fait d'outils qui existent sur le marché. Effectivement, tu as cité EcoPack. Il y a BI, donc c'est vraiment très... Alors, la méthode est bonne, par contre, l'outil est quand même très, très simplifié. Donc, il y a des niveaux de simplification en fait qui sont quand même plus ou moins élevés.
Voilà. Mais voilà, si t'intéresse, je pourrais t'envoyer la slide en conséquence. Et du coup, Anne-Laure, justement, tu dis que c'est un outil simplifié. Ça veut dire qu'il est accessible aussi à des personnes qui ne sont pas ingénieurs packaging, qui peuvent aussi faire un petit calcul. Je pensais à l'outil BI de Citeo. C'est accessible un peu aux novices en packaging qui souhaitent justement faire un petit calcul sur leurs produits. Alors, normalement, oui, c'est accessible à tous. Hein, ils l'ont vraiment développé pour ça. Cela dit, il faut quand même avoir quand même une connaissance de base, je dirais, dans les matériaux, notamment quand on veut rentrer, par exemple, des complexes. Parce que là, du coup, il faut décrire en fait les couches. Il faut avoir quand même beaucoup de données quand même sur les spécifications des matériaux techniques. Donc, il faut savoir aussi où aller chercher la donnée, qu'est-ce qu'il faut regarder, etc. Quand même avoir une bonne idée en fait de la cartographie en fait de son produit, son emballage, par quelle étape en fait il a passé, etc. Mais est-ce que les fiches techniques des fournisseurs d'emballage ne précisent pas forcément quoi? Si, okay. Vous ayez voilà, les fiches techniques fournisseurs, généralement, voilà, on va chercher le type de matériau, le type de process de transformation, le nombre de grammes du matériau, etc. Et avec ça, on a déjà une bonne idée de... Mais ça reste quand même très simplifié. Ok. Il y a Pierre-Yves Kayla qui a levé la main. Après, il y a encore 2 questions dans le chat, mais Pierre-Yves, je peux peut-être te laisser la parole si tu as une question. Oui, merci Claudie. Du coup, merci pour toutes les infos depuis le début là. Donc, je rebondis un peu sur le sujet ACV simplifié, ACV complexe. Quand on dit qu'elle est simplifiée, ça ne veut pas dire qu'elle est fausse. Donc, pour une première approche, est-ce que ça suffit par exemple? Ou alors, voilà, ok, on est d'accord, simplifier ne veut pas dire partielle, c'est juste qu'elle est moins précise. Voilà, exactement, c'est ça en fait. Le fait de simplifier, en fait, c'est le fait que le logiciel déjà, en fait, l'éditeur de logiciel a déjà pris des hypothèses pour vous en fait. Donc ils ont une méthodologie généralement qui est accessible, hein, vous pouvez lire toute la méthodologie. Et en fait, ils ont déjà fait des exclusions, ils ont déjà pris certaines hypothèses qui permettent de simplifier la modélisation pour que vous, en fait, vous puissiez juste rentrer en fait les éléments de calcul. Alors que, en fait, quand vous faites une ACV complète dans un logiciel type Simatro, OpenSCL, c'est vous qui construisez en fait tous les blocs et qui venez chercher exactement telle matière, etc., etc. Il faut savoir que dans BI, la description des matériaux, il y a peut-être 20 modules de matériaux, alors que dans OpenSCL, vous avez toute la base en fait complète. C'est des centaines de matériaux différents. Donc il y a des choix qui ont déjà été faits, il y a des partis pris qui ont déjà été faits. Donc voilà, c'est vraiment à objectif en fait de ciblage, vraiment de se dire on devrait travailler là-dessus, mais certainement pas, on ne peut pas communiquer avec une ACV simplifiée. Très bien, ok, merci. Merci pour ces compléments. Il y avait une autre question dans le chat qui reprenait l'exemple des biscuits que tu as comparé et savoir si le sachet plastique était en PE. Est-ce que la solution plastique serait meilleure que le papier laminé? Ah, c'est une bonne question. Alors effectivement, dans les pistes d'éco-conception qu'on pourrait proposer ici, c'est effectivement peut-être d'aller vers un sachet PE. Tout ça parce que la filière polyéthylène flexible est opérationnelle en France. Cela dit, attention, parce qu'il y a le fond en fait que vous avez en fait. Lui, par contre, probablement que le sachet sera exclu d'ailleurs à cause de ce fond. Donc, si vous avez un sachet PE, il faut qu'il n'y ait pas de fond. Maintenant, cela dit, est-ce que ce sera meilleur que le craft? Alors, je pense que du coup, ça va se rapprocher. Mais voilà, comme je vous ai dit, en termes de significativité, on ne sait pas si effectivement ce sera de l'ordre de 10, 20, 30%. Et si elle est par exemple de 30%, on ne peut pas dire que c'est 30%. C'est environ 30%. On sait que, par exemple, le papier, c'est mieux, mais on ne sait pas de combien, en fait, parce que les hypothèses de l'ACV simplifié sont assez opaques, en fait. Et du coup, ce que tu dis là par rapport au fond, c'est qu'aussi, on peut perdre certaines caractéristiques de l'emballage qu'on voulait, qui tiennent debout, par exemple, ou des choses comme ça. Si jamais tu n'as plus le fond, il y a moins de stabilité. Voilà, donc c'est des contraintes, et comme tu disais, c'est aussi des compromis. Il y a ça, et il y a une autre contrainte aussi, donc j'ai oublié de vous parler, mais quand
assez primordial. Encore ici aussi, c'est bien de se questionner de quel est le besoin en termes de préservation de vos biscuits. Parce que là, par exemple, si on prend par exemple des biscuits qui ont beaucoup de beurre, donc ils vont exuder du beurre, par exemple s'ils sont un petit peu à la chaleur à un moment donné, peut-être que les outils ici vous permettent de voir que Sachet Craft est meilleur pour l'environnement. Cela dit, si vous mettez vos biscuits beurre dans vos sachets Craft, vous allez avoir des surprises parce que vous allez avoir du gras en fait sur le papier. Donc là, la solution OPP est peut-être la meilleure, voire OPE. Donc faut toujours relativiser en fait, il faut toujours se mettre dans le contexte en fait de votre produit. Qu'est-ce que j'ai à conserver, dans quelles conditions? Quelles est en fait voilà, mes conditions sanitaires de mon produit, mes ingrédients, voilà, quel matériau est optimum pour le conserver, et également dans le contexte industriel et économique de l'entreprise. Ça aussi, c'est très important. Donc Frédéric, j'espère que vous avez eu la réponse à votre question. Je crois que vous étiez de Tipiac, il me semble. Et moi, j'avais une question complémentaire aussi par rapport au papier craft qui est utilisé là. Le fait qu'il y ait une fenêtre avec un petit peu de plastique, ou est-ce que c'est compris dans ce calcul d'ACV? C'est parce que la recyclabilité sera peut-être pas la même? Alors, c'est une très bonne question. Alors, effectivement, ce qu'on voit comme étant une fenêtre plastique, en fait, c'est une fausse fenêtre puisque en fait, il y a deux éléments dans le sachet. Il y a le tour, en fait, donc l'enveloppe extérieure en papier, et à l'intérieur, en fait, on a ce qu'on appelle une lamination. Donc, c'est-à-dire qu'un film en plastique est apposé, en fait, sur l'entièreté, en fait, du sachet. Et là, donc, cette portion de fenêtre, c'est juste la partie papier qui est vidée. Donc, on voit finalement que l'intérieur. Donc oui, en fait, dans le calcul des 86%, effectivement, ça tient compte du fait que la partie plastique ne sera pas recyclée. Par contre, dans la CV, c'est là qu'on a... On ne savait pas trop, alors on a regardé bien sûr la méthodologie BI, mais la méthodologie BI en termes de scénario de fin de vie est assez... il n'y a pas grand-chose dedans, pour ainsi dire, donc on ne sait pas trop s'ils prennent en compte ou pas et comment ils prennent en compte. De moins, les calculs je ne me baserai pas trop là-dessus. Voilà. Et ça vous donne un ordre. Ok. Alors, juste dans le chat, il y avait juste une remarque de Marie-Pierre de Nature en Ville, il me semble, sur les emballages OPP, donc comme l'exemple du bas là, souple. Et donc, il y a une filière en développement qui sera effective sur 2024-2025. Qu'elle nous faisait cette petite remarque. Oui, alors en fait, c'est dans le cadre de la loi AGEC, effectivement, donc la loi AGEC qui oblige du coup à la création de filières pour tous les matériaux d'emballage d'ici 2025. La question qui est pour l'instant, alors effectivement, il y a eu des annonces sur le fait que de la création de cette filière OPP, donc notamment des pays comme l'Allemagne en fait le font déjà. Donc, on sait que techniquement, c'est totalement possible de le faire. Maintenant, la question est de savoir est-ce qu'en 2025, la filière de recyclage OPP sera opérationnelle à l'échelle nationale en France. C'est-à-dire, est-ce que tous les flux de matières OPP vont être dirigés vers ces filières et on trouvera les bons débouchés, etc., pour pouvoir recycler. Voilà, c'est un peu là qu'on manque un peu d'informations et qu'on ne sait pas vraiment si ce sera vraiment effectif ou non. Oui, il faut que les pouvoirs publics aussi avancent de leur côté avant Exactement. Donc, de pouvoir répondre à toutes les réglementations. Tout à fait. Ok, tenu le timing, je remercie beaucoup Anne-Laure pour toutes les informations qu'elle vous a apportées. Je voyais que Sidonie relevait la main. Vous aviez une dernière petite question? Oui, alors si je peux, merci. Rapidement, en fait, moi je me demandais justement comment on pouvait suivre la création de ces filières de recyclage. Est-ce qu'il faut se farcir le site gouvernemental écologie.gouv.fr régulièrement ou est-ce que tu as un truc pour ça? Eh ben, je suis désolée de te décevoir, non, je n'ai pas de truc pour ça. Effectivement, voilà, c'est de regarder un peu les annonces qui sont faites, de suivre effectivement les actualités donc, par exemple l'IPSO, etc. Enfin, les grands organismes en fait de recyclage. Citeo notamment fait quand même beaucoup d'annonces en ce sens-là. Oui, c'est vrai. Ok, merci beaucoup. Merci à tous. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions complémentaires ou vers Anne-Laure directement. Moi, plutôt sur les questions complémentaires sur le programme, Anne-Laure sur tout ce qu'elle a présenté.
Et sur des mises en relation aussi, n'hésitez pas à revenir vers nous. On peut vous fournir aussi des coordonnées d'autres participants. Merci en tout cas beaucoup, Anne-Laure. Bonne fin de journée à tous et puis à bientôt. Merci. Merci beaucoup, Claudie, pour ta confiance. De rien. À bientôt. À bientôt.